Et vraiment, on est super ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, on va parler confiance et autonomie. Et donc, avec mon associé Pierre, on va vous présenter ce sujet, l'autonomie des équipes, de comment y arriver, de quels sont les facteurs clés de succès de tout ça. Enfin, si j'ai bien compris, Pierre, moi j'ai confiance en toi, alors je vais te laisser faire la présentation en toute autonomie, quoi. C'est bien ça. Ok, impeccable. Donc, tu n'as plus qu'à couper la caméra et on y va. Il n'y a pas de souci. Alors, en me présentant un petit peu plus, moi, je suis Alexandre, associé de Thinkiello. Mon métier, c'est quoi? C'est de former les gens, coacher les équipes, les faire adhérer, les faire grandir. Bref, faciliter la vie des gens dans l'entreprise. Alors, dans ma carrière, je suis passé par la direction de start-up, le management de projet dans des grands groupes, des cabinets de conseil. Et donc, il y a un point commun sur tout ça. J'aurais bien aimé qu'on vienne me taper sur l'épaule à un moment donné pour me dire, hé, si tu as besoin d'aide, en tant que facilitateur, vraiment, je peux t'aider. Et j'aurais vraiment aimé qu'on vienne me dire ça, n'est-ce pas, Pierre? Oui, mais absolument, Alexandre. Donc, moi, je me présente également, Pierre Bougeret. Je suis donc un des associés du cabinet Thinkiello. Comme Alexandre, j'ai un passé IT, j'ai un passé de fondateur d'entreprise, créateur de société, et j'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Et finalement, pourquoi on a créé ce cabinet de conseil? C'est parce qu'on en avait un peu assez du conseil actuel, qui se passait classiquement dans les entreprises, et essayer de trouver des choses un petit peu différentes. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les transformations, c'est d'accompagner les équipes, de les amener vers plus de performance équilibrée entre différents axes, la performance économique, mais la qualité de vie au travail, la performance vis-à-vis de ses clients, etc. Nos sources d'inspiration sont multiples, en particulier une très forte qui est le lean management, mais également on pique des choses aux agilistes, ils ont tout piqué au lean, donc maintenant on peut piquer aux agilistes. On travaille également avec des postures de leadership, des animations orientées solutions. Voilà, c'est un petit peu tout ce mix là. On fait nos recettes à partir de tous ces ingrédients et on essaye de faire en sorte que la soupe soit la meilleure possible pour nos clients. Et nos clients, ils sont très, très variés. On a des très grands groupes de services publics ou industriels et également, on accompagne des startups. Et donc, on va présenter aujourd'hui un petit peu ce qu'on entend par confiance et autonomie. Ben oui, tout à fait. Et Faire sérieux, Pierre, notre conviction, hein, c'est que les équipes performantes sont celles qui ont compris le sens du travail, quoi. C'est-à-dire pourquoi je le fais et auxquelles on donne l'autonomie nécessaire à la réalisation de leurs actions. Voilà, ça, c'est important. Dans ce contexte, se pose la question de l'accompagnement des équipes. Comment, quelle est la posture? euh, Est-ce qu'on va faire avec ou on va faire à la place d'eux? Comment la posture de coach et de facilitateur apparaît, quoi? Et quel meilleur impact on peut avoir sur les équipes? N'est-ce pas, Pierre? oui, absolument. Et donc là, comment on fait? Ben, on peut vous faire une formation de 3 jours ou finalement peut-être plutôt qu'un grand discours, on va vous proposer plutôt une histoire vraie. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'un de nos clients. Alexandre, tu nous présentes un petit peu ce contexte-là, qu'on sache de qui on parle. Bonne idée, bonne idée. Passons par une histoire à vous raconter. Finalement, c'est classique, hein, c'est Il était une fois. Alors, il était une fois une équipe qui produisait des documents réglementaires. Dans cette équipe, il y avait des chefs de projet, environ 150. Il y avait des équipes de production aussi, une cinquantaine. Et tout ce petit monde se promenait gaiement dans la forêt des processus de production très pointus, très techniques, très rigoureux. Vous voyez, ils travaillaient tous pour des clients qui sont des entreprises, mais étonnamment, ça a collaboré un peu difficilement entre eux, chacun étant concentré sur sa propre tâche technique, complexe, alors qu'ils avaient tous le même métier. Ils avaient intérêt pourtant à partager. Tu vois, Pierre, c'était des professionnels, je te rappelle bien, dans leur domaine. Et pourtant, Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, c'était des professionnels et pourtant, bah, la situation actuelle était quand même pas extraordinaire. Donc, en termes de publications, ils étaient à 1950 publications par an. Ça peut paraître nombreux, mais finalement, l'attente des clients était de 2300. Donc, il y a un écart quand même substantiel. C'est ce qu'on constate au démarrage de notre intervention. Ils avaient surtout un encours considérable, un encours de 850 documents qui étaient à traiter et la demande du management qui correspondait finalement à la capacité performante de l'équipe, c'était 300. Donc là, on avait un écart fort.
Ils étaient en écart également sur les délais. L'attente client, c'est 2 mois, et ils étaient à 2,4 mois. Donc, on se retrouve encore avec des choses qui ne conviennent pas, donc avec des réclamations, des clients pas satisfaits, etc. Et alors, ce qui nous a beaucoup interpellés et préoccupés, parce que c'est vraiment ça qui nous motive et qui nous chagrine, c'est le stress et le désengagement des équipes. En fait, ils avaient l'impression d'avoir déjà tout essayé, qu'ils ne pourraient jamais faire mieux, que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ce serait comme ça. Il y avait une espèce de résignation, une fatigue collective. Les gens pointaient, faisaient leur métier et repartaient le soir. Si j'avais pas bien travaillé, c'était pas grave. Voilà. Donc, on était dans une situation qui n'était pas alors, on n'était pas dans un désastre total, mais quand même dans une situation qui était assez compliquée et pour laquelle finalement on ne voyait pas bien, enfin en tout cas notre client ne voyait pas bien comment ils allaient pouvoir se sortir de l'ornière. Et donc, ben, évidemment, le client, il nous a demandé tout de suite. Donc, comment faire? Voilà. Comment faire? Mais souvent, quand on rencontre ce syndrome-là de la roue carrée, c'est-à-dire que quand il s'agit d'améliorer le fonctionnement d'une équipe, vous pouvez agiter de l'or devant les yeux de vos collègues, ils vous répondront ah non, laisse-nous, on n'a pas le temps, on est déjà débordé par le stock de travail en cours, quoi. Et finalement, c'est un cercle vicieux dont on sort difficilement. Et là-dessus, vous rajoutez l'arrivée de consultants externes, qui est perçue comme une contrainte, quoi, du travail en plus pour des tâches en plus. Ils vont nous demander encore de faire des choses, des analyses, des diagnostics, des interviews, des choses comme ça. Donc, par quoi commencer, Pierre? Alors, par quoi commencer, je dirais, il y a les méthodes un petit peu classiques. Il y a toujours le spécialiste qui explique, moi, je vais vous dire comment ça marche. Je sais comment faire, je l'ai déjà fait ailleurs, je vais vous l'imposer. On peut faire un séminaire, c'est plus collaboratif, c'est plus sympathique, mais finalement, c'est bien d'aller à Châteaufort, mais c'est pas obligatoirement ça qui va sortir les équipes de l'ornière. On nous demande souvent, la première chose qu'on nous demande souvent, c'est un planning avec des tâches précises, etc. Donc, on ne pense pas non plus que ce soit une bonne solution. Le planning, il a l'avantage d'être jamais juste. Et puis, souvent, l'approche aussi très classique, c'est est-ce que vous pouvez, et ça nous est arrivé encore très récemment, je pense qu'il faut faire les interviews de l'ensemble des parties prenantes. On va interviewer le patron, le manager adjoint. Des fois, on pense à interviewer un acteur terrain, mais c'est assez peu fréquent. Et finalement, ce qu'on fait, nous, voilà ce qu'on va dire aux clients. Alexandre, je te laisse. Oui, est-ce que c'est la bonne question, surtout? C'est ça qu'on se pose. Donc, si on se demandait quelle est la bonne question à poser, c'est plutôt grâce à quoi les équipes vont se mettre en mouvement, comment on va mettre la dynamique, comment les gens vont enfin cranter le fait que ça va bouger, changer. Alors, des fois, il y a plein de mauvaises raisons que j'ai entendues. Peut-être qu'on pourrait leur promettre de les augmenter, peut-être qu'on pourrait leur faire sentir que sinon, il va y avoir du grabuge chez eux, quoi. Ou alors leur donner le choix. Soit vous changez, soit vous disparaissez. Et pourtant, il y a quelque chose de plus simple à demander et qui demande de creuser plus la motivation intrinsèque des équipes finalement. Le facilitateur, lui, il va quoi? Il va expliquer le sens, quoi. Il va leur donner confiance. Il va vous dire à vous de trouver les solutions qui vous plaisent, mais on va vous accompagner. Mais pas que. Alors effectivement, là, les points clés sont affichés. Là, la première chose que l'on fait quand on arrive chez un client, c'est de répondre à la question pourquoi en 2 mots et de donner le sens. Si on veut embarquer une équipe, il suffit pas de leur dire montez dans le bus. Vous savez pas où vous allez aller, mais ça va être bien. Il faut avoir une confiance incroyable. Donc, expliquer pourquoi on fait ça et où on veut aller. On demande également au management de faire confiance. Et c'est les équipes qui vont trouver les solutions à leurs problèmes. Il faut lâcher prise. C'est pas si simple que ça. Et en termes de posture de facilitateur, nous, on est dans un accompagnement qui montre le chemin. Donc, on éclaire, on montre le chemin, on rassure, on dit oui, c'est possible. Le mot c'est possible arrive très souvent dans les verbatims de fin de projet. Ah oui, on ne pensait pas que c'était possible, ça l'était. Et surtout, on les invite à essayer, tester, mettez en place des choses. Donc, dans le cadre de ce client, on a élaboré en 4 étapes principales. La première, c'est en équipe, on a décrit de façon détaillée le processus qui ne fonctionnait pas bien, ou en tout cas qui posait un certain nombre de questions. Il faut prendre le temps de le faire. C'est une étape qui est assez longue, mais qui mobilise beaucoup de gens et surtout qui mobilise les équipes terrain. En général, quand on fait ce type d'activité, s'il y a un manager, il dit alors
ça se passe comme ci, comme ça. Et on lui dit, mais les équipes nous ont dit que ça se passait autrement. Ah oui, mais normalement, alors le normalement est toujours le mot-clé, et on dit, ben non, il n'y a pas de normalement ou anormalement, il y a la réalité du terrain et le reste. Donc ça, c'est vraiment un moment très important, et on fédère les équipes aussi autour de leurs problèmes et de leurs difficultés et des solutions qu'ils vont pouvoir déployer. Juste derrière, on leur propose de décrire des solutions de simplification et de commencer à les communiquer à l'ensemble des parties prenantes. C'est pas nous qui disons ailleurs dans l'entreprise, voilà ce qu'on va faire. Non, c'est eux qui sont les ambassadeurs de cette transformation et qui sont les ambassadeurs de cette simplification. Ils trouvent eux-mêmes leurs propres solutions et elles sont souvent très en rupture et innovantes parce qu'ils savent très bien ce qui va marcher. Ils l'ont déjà en tête souvent. Comme on n'est pas toujours joueur dans les entreprises, on fait aussi une étape de test. Et là, en l'occurrence, on a pris un sous-ensemble des documents qui étaient éligibles finalement et qui paraissaient relativement plus simples à traiter, de manière à vérifier les hypothèses et les simplifications. Et là aussi, c'est eux qui ont choisi les documents à traiter, c'est eux qui ont planifié les tâches, c'est eux qui ont testé et vérifié que ça marchait. Et au passage, ils ont amélioré. Et dans les premières séquences d'amélioration, on s'est aperçu que presque toutes les semaines, il y avait une nouvelle amélioration ou une nouvelle simplification qui apparaissait. Et enfin, en dernière étape, pour arriver en haut de la montagne, on a pu déployer sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc, les facteurs clés de succès, finalement, de cette dynamique, ils sont multiples. Donc, on va essayer de vous en présenter quelques-uns. Oui, notamment le travail d'équipe. Rappelle-toi, finalement, quand on a mis tout le monde dans une salle, mais il y avait le directeur de département aussi, il y avait le manager, il y avait les opérationnels, tous étaient concernés et tous étaient impliqués dans la démarche de recherche, des problématiques et des solutions qui vont avec. En tant que facilitateur, nous, ce qu'on a fait essentiellement, alors là, on a essentiellement pris la photo, et on les a laissés travailler, mais c'est surtout, on a énormément préparé avant. En fait, on a préparé l'intention, la motivation, l'animation, le résultat attendu. Et finalement, ça rejoint ce qu'a dit la conférence de Régis juste avant la note, c'est et si tout se jouait à la préparation, quoi. Donc là, la posture qu'on avait, c'est le questionnement, quoi. Pierre, tu te rappelles bien les impressions à la fin. Ils nous ont dit, on avait l'habitude de réunionniter sans décision à la fin, et là, ici, on agit, quoi. Oui, tout à fait. Cette dynamique d'équipe est assez incroyable. Alors, il faut avoir énormément confiance dans les équipes et ne même pas se poser la question de vont-ils y arriver. La question, c'est pas est-ce qu'ils vont y arriver, c'est quand est-ce qu'ils vont y arriver. Donc, je pense que c'est vraiment un point très important et c'est ce type de choses. Donc, qui demande souvent beaucoup de travail avec le management plus qu'avec les équipes. Les équipes, elles demandent qu'à y aller, mais le management souvent a besoin d'un petit peu plus de pouvoir de conviction pour les motiver et leur faire comprendre que des décisions peuvent être prises en dehors du management. Et donc les décisions, donc je vois pas la photo qui est projetée là, mais oui c'est celle-là. Les décisions en fait elles étaient prises tous les jeudis matins à cet endroit, dans une salle, à 9h30, une demi-heure. Tout le monde était invité, salle ouverte, donc venaient les gens évidemment très concernés par le sujet, mais on s'aperçoit quand on regarde la photo qu'il y a déjà du monde dans le couloir parce qu'il n'y a plus de place. Et les gens étaient informés de cette réunion et venaient voir ce qui se passait et comment les choses évoluaient. Et donc c'était très dynamique, très intéressant. Et donc la deuxième personne en partant de la gauche, c'est Alexandre, qui est dans sa posture d'écoute. Et la personne qui anime, c'est la jeune femme à côté, qui est une personne de l'équipe, une opérationnelle de l'équipe. C'est pas Alexandre qui anime. Il est là pour aider et animer. Et toutes les personnes là, c'est des opérationnels ou des personnes de l'encadrement. Oui, je crois qu'on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que tout le monde avait compris que les décisions, elles se prenaient là, le jeudi matin, pendant une demi-heure. On pouvait remettre en cause le process, revoir les obstacles. Et là, ça les a vraiment motivés. Je crois que c'est l'étincelle qui a fait que tout le monde est parti, quoi. Ensuite, on a amélioré en continu, Pierre. Oui, alors ce point, alors il se trouve que dans le déroulé de la mission, Alexandre était plus souvent sur site que je ne l'étais. Et la première chose que je faisais quand j'arrivais sur site, c'est d'aller dans cette salle et de regarder ces panneaux-là. Il n'y a pas une fois où ça n'a pas évolué, où ça ne bougeait pas, donc il y avait des agendas très précis des choses, mais finalement, on voyait vraiment les actions prises, on voyait
par l'équipe. Ce qui était très remarquable, c'est de voir que l'ensemble des post-it avaient des écritures différentes. Donc on voyait bien que c'était l'ensemble de l'équipe qui était concernée, les sujets avancés. Ils n'oubliaient pas de noter bien leur succès, parce que souvent on parle des problèmes, mais c'est bien de noter aussi toutes les belles choses qui sont arrivées, les choses qui ont été des succès, les beaux résultats. Et donc ce panneau était vraiment très vivant et bougeait quasi quotidiennement au fur et à mesure que l'équipe trouvait son rythme d'animation. Et c'est pas tout. Et justement, et c'est pas tout. Parlons des rythmes. Effectivement, les rythmes, c'est de l'adaptation au quotidien, quoi, finalement. C'est comment l'équipe, chaque jour, se repose la question de qu'est-ce que j'ai comme tâche affectée à mon travail de la journée. En fait, elles ont fait une révolution, ces équipes-là. Elles avaient l'habitude d'arriver le matin et il y avait 6 mois de tâches prévues dans leur système d'information. Donc, elles étaient déjà, dès le matin, déconcertées, décontenancées par la tâche et l'ampleur de la tâche à venir, et elles étaient déprimées par rapport à ça. Et donc, elles ont dit, non, on va arrêter de faire ça. Tous les matins, on se fait un point, vous allez lister toutes les demandes du jour et les priorités du jour. Et là, à la volée, comme elle a crié, on va dire, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Alors, j'exagère un petit peu, mais finalement, elles ont découvert le fait d'être agiles. Voilà. Et se dire, tiens, aujourd'hui, tiens, j'ai ma collègue qui est malade, eh ben, ce dossier est important, je vais le faire. Et je ne vais pas attendre que dans 3 semaines, on se rende compte qu'elle n'a pas fait un dossier important. Et donc, se sont réaffectés ça entre eux. Ça a géré une vraie dynamique de groupe avec des résultats que je trouve formidables de cette équipe, Pierre. Oui, alors je vais insister aussi, Alexandre, effectivement, sur cette réunion qui a l'air un petit peu anodine. Donc, de dos, on voit le manager de l'équipe, en face, les managers opérationnels. Comme c'est un sujet assez complexe, c'était pas traité en post-it parce que quand on a 850 documents à traiter, ça marche pas très bien les post-it. Quand on est arrivé chez le client, la première chose qu'on nous a demandé, c'est si on avait des compétences en planification et en organisation et en ordonnancement de tâches. Et on comprenait pas la question, donc on a fait préciser, on dit bah oui, parce que en fait les tâches sont mal ordonnancées, les gens de temps en temps ont des trous ou ont trop de travail dans la journée. Et là, quand on a compris, on dit ah oui, mais non, c'est pas ça du tout qu'on va viser. On va viser l'auto-affectation des tâches. Les personnes vont elles-mêmes décider de ce qu'elles vont faire dans la journée. Alors là, je ne vous cache pas que l'ensemble des personnes autour de la table nous a regardé avec des yeux ronds. Je suis encore surpris qu'il nous ait fait confiance et qu'il nous ait dit allez-y quand même. Mais on a dû avoir un pouvoir de conviction très fort et c'est exactement ce à quoi on est arrivé. C'est-à-dire que maintenant, les personnes là décident entre elles de comment elles s'organisent. Donc, comme disait Alexandre, s'il y en a une qui est malade, une autre pourra faire avancer le travail sur un document prioritaire. Et ce qui est très remarquable aussi, c'est qu'on n'avait pas prévu, mais est arrivé le 17 mars 2020 et le confinement. Et les équipes ont travaillé en télétravail. C'est une entreprise où le télétravail était égal à 0. Elles étaient à 100% en télétravail. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la productivité n'a pas baissé. Et fin 2020, ils avaient même battu des records de productivité, malgré le confinement. Et ils nous ont clairement dit, sans ce travail qu'on aurait fait préalablement, on n'aurait jamais pu arriver à ce résultat-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très remarquable là où sont arrivées les équipes. Et surtout, c'est les équipes qui l'ont fait toutes seules, quoi. Donc, tout ce travail-là, ils ont été en compagnie. Évidemment, on était là en facilitateur, mais c'est quand même eux qui s'étaient appropriés toutes les actions et les tests sur ces actions. Donc, elles ont fait elles-mêmes dégoupiller la vie de leur trou, quoi, pour sortir d'une zone un peu standard. Elles se sont senties investies d'une mission, un projet commun, une sorte de but. Elles sont créées des valeurs, quoi. C'est-à-dire que je comprends ce que je fais, pourquoi je le fais. Je compte aussi sur le management qui fait aussi du coaching avec moi. Mes collègues sont là pour m'aider, mais moi aussi j'aide mes collègues. Et donc tout ceci, ça leur a permis d'atteindre ce que disait Pierre. Tu vas nous présenter ça, les objectifs. Je suis toujours aussi impressionné quand je vois ça. Alors, comme on est, je vous ai dit, d'inspiration lean management, on est orienté sur les résultats, parce que finalement, tout ça, on ne le fait pas juste pour faire plaisir aux équipes. C'est une dimension très importante, la qualité de vie au travail, mais il y a eu aussi une dimension finalement de performance opérationnelle qui est très importante. Et les résultats étaient juste extraordinaires, hein, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils n'arrivaient pas à sortir de l'ornière.
À nouveau, en termes de posture, on se donne pas beaucoup de mérite. Le mérite, c'est d'avoir été là pour leur dire vous pouvez le faire. En gros, c'est surtout ça qui a été le résultat de ça. Donc 25% de productivité, donc je vous rappelle, ils étaient à 1900 et quelques, ils sont passés à 2500. Le stock d'encours a baissé à une vitesse folle, puisqu'ils sont à 257 documents maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont dans les clous de ce que le management considère comme acceptable. Ils sont venus dans les clous également du délai, hein, il a réussi à revenir au délai attendu. Et surtout, moi qui étais un peu moins qu'Alexandre, j'ai trouvé finalement des équipes qui sont passées de chacun dans son bureau un peu tristounet à des équipes qui ont la banane, qui se réunissent quand il y a un problème, qui veulent avancer, qui veulent réfléchir. Donc voilà un petit peu les éléments. Donc je vois qu'il y a des questions dans le chat, on va y répondre. On a prévu un petit peu de temps juste après. Ouais, alors il y a quelques verbatims hein, que finalement, hein, ce qu'on disait, des équipes heureuses, elles nous ont raconté quoi à la fin? On a enfin valorisé leur travail, par exemple. On a enfin posé la question à ceux qui étaient sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez de… Voilà. Donc ça a un peu changé la culture de l'entreprise finalement. Ça a synchronisé tout le monde. Tout le monde se dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, allons-y, faisons d'autres périmètres, c'est plus clair maintenant, allons-y. Et du coup, ça a eu comme effet la contagion dans d'autres équipes à côté qui ont voulu répliquer ce qu'avait fait cette équipe-là. Donc, du coup, ça a traversé l'entreprise de part en part. Voilà, donc les 4 clés, Pierre, tu nous diras. Alors, je vais passer rapidement parce qu'il y a des questions super intéressantes et donc nous c'est un peu nos piliers fondateurs chez nous et c'est un peu pour nous aussi les piliers fondateurs de la facilitation. Hein. C'est donner du sens. Donc, il est très important de savoir où l'on va. Quand on monte dans un taxi, en général, on dit où on va, donc c'est important de le dire. On va faire travailler en équipe, donc pas de choses toutes seules, pas de personnes toutes seules dans un coin, etc. Avancer par petits pas essouffler les gens. Il faut vraiment avoir la posture du montagnard parce que si on veut aller trop vite, on va essouffler et on va désespérer. Et enfin, les rendre autonomes. Donc voilà un petit peu les 4 piliers. Et ce que je vous propose, Alexandre, c'est qu'on passe aux questions parce que je vois qu'il y en a. Donc, il y a quelqu'un qui dit approche ligne supportée par la facilitation, c'est qu'on a été suffisamment clair. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Les outils qu'on a utilisés pendant tous c'est vraiment de la posture. Des outils du Lean, des VSM, des CIPOC, de la recherche de non-valeur ajoutée. Donc ça, c'est les outils techniques du Lean. Mais dans la façon de le faire, on le fait vraiment en mode facilitateur. Et donc, quelqu'un nous demandait, Alex, si tu peux compléter, quels sont, précisez davantage quelle a été votre posture et rôle dans les réunions. Alors, les réunions, c'est surtout de la préparation. Pour 1 heure de réunion, c'est 2 heures de préparation minimum, plus l'impression, le contexte, quoi, l'immersion dans le contexte. Et c'est pour ça que j'étais très présent au cœur des équipes. Ça a aussi donné quand même des clés pour comprendre le métier, pour comprendre les relations entre les gens. Et notre rôle, c'était du questionnement, quoi. Mais pourquoi vous faites ça? Posez-vous la question, prenez du recul. Mais vous dites que vous faites ça d'abord après ça. C'est marqué où? Pourquoi? Vous avez toujours fait comme ça? Allons rechercher. Ah oui, mais c'est réglementaire. Alors, où est le règlement? Allons-y. On part de la salle, on va chercher le réglementaire, on le déroule. Ah ben non, vous voyez, finalement, on avait pris une habitude, c'est pas forcément la bonne. Ah, est-ce qu'il faut archiver papier à chaque fois? Ben non, qui vous a dit ça? Et vous faites tout le temps ça. Voilà, c'est du questionnement, de l'accompagnement, et surtout, on leur dit, arrêtez le ressenti, on se pose, on prend du recul, on va sur le terrain, on mesure, et ensuite on revient pour continuer l'atelier, quoi. Si ça répond à la question, Pierre. Tout à fait. Enfin, je sais, je suis pas la bonne personne pour répondre. Une question que je trouve intéressante, c'est pourquoi et comment les commanditaires vous ont fait confiance. Alors, c'est vrai, ça. J'aimerais savoir. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fondamental dans la posture de facilitateur et en général de consultant, c'est la sincérité. Si on est sincère, ça transpire dans ce que l'on propose. Et donc, quand on a dit au client, non, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que nous, on a des convictions et on est sincère dans nos convictions, on a déstabilisé sans doute un peu le commanditaire, mais il nous a dit, on va l'essayer. Et on a essayé et on l'a impliqué tout au long aussi, hein, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire, monsieur le manager,
laissez-nous nos équipes et on vous revoit dans un an. Non, le manager, il est aussi stressé que les équipes pour des enjeux de nature différente. Il a peur de perdre son job. Hein. Il se dit, mais s'il décide tout seul, à quoi je sers? Eh ben, il faut le rassurer sur le fait qu'il sert finalement énormément à faire grandir ses équipes, leur donner les moyens de réussir, etc. Donc c'est vraiment, je pense, la sincérité et la conviction qui ont emporté l'adhésion. Il y a eu deux périodes, tu sais, une période attentiste un peu au début, et puis une période où finalement le jeudi matin dans la salle où tout le monde se réunissait, ils sont venus passer une tête, les dirigeants, et ils ont dit, ah oui, il se passe des choses. Et ça a marché aussi, quoi. Donc le porte ouverte, le venez voir. Chaque fois qu'on nous posait une question, on disait, mais c'est simple, jeudi matin à 9 h, vous êtes là, vous allez voir vos réponses. On ne répondait pas à la place d'eux, quoi. Alors, il y a plein de questions super passionnantes. En fait, je pense qu'on aurait dû, Johan, faire une conférence de 5 heures. Il y a des questions et surtout des interventions géniales. Comment faites-vous pour accepter le fait que non, on n'est pas agile après 2 jours, que c'est une démarche de longue haleine? Alors, je vais être un peu direct là, parce que si les clients ne veulent pas nous écouter, à un moment, on est aussi un petit peu cash. Et on leur dit, bah, écoutez, si vous pensez pouvoir le faire en 2 jours avec quelqu'un d'autre, bah, c'est pas nous les bonnes personnes. Nous, on sait pas le faire, on est des laborieux, on prend du temps. Donc, si vous nous faites confiance, ça prendra. Alors, mais en revanche, les petits pas, c'est des résultats concrets tout le temps, comme les agilistes, une démonstration toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour montrer qu'on a fait des progrès. Et ça rassure aussi. Ah oui, on est dans la bonne voie. C'est pas juste faites-nous confiance et dans un an ça ira mieux. Il faut vraiment le poster en mode agile et itératif. Tout à fait. Johan, est-ce qu'on est dans les clous? Vous êtes parfaitement dans les clous, c'est génial. Il vous reste 2 petites minutes, donc s'il y a une petite question pour la fin, choisissez la question qui vous intéresse le plus. Votre posture méthode de facilitateur, je vais laisser Alexandre le faire parce qu'il a travaillé des petites boîtes. Est-elle différente pour une petite entreprise? Ben non. Ben non, effectivement, on a fait des startups aussi, mais c'est le même mode et puis il y a les mêmes freins en fait. Si je fais ça, est-ce que le chef va être content? Est-ce que j'ai le droit d'eux? Est-ce que c'est bien le process? Voilà, on a toujours les mêmes réticences opérationnelles finalement dans les équipes. Et donc voilà, c'est libérer ça et quelle que soit l'équipe, quelle que soit la taille et quel que soit le groupe, filiale ou petite boîte, quoi. Je ne me souviens pas avoir changé d'attitude en fonction du type d'entreprise, ni même du type de métier. C'est vrai que nous, on intervient dans énormément d'entreprises qui font des métiers extrêmement divers, des grandes banques, des assurances, des logisticiens, que sais-je. Et finalement, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose déjà. Effectivement, comme le disaient Régis et Alexandre, préparer et faire confiance et se dire, les gens vont trouver des solutions, ça va être juste extraordinaire et ça l'est tout le temps. Quand un client me demande sur ces sujets-là, quand est-ce que vous avez eu des échecs? Il n'y a jamais d'échecs. Il y a toujours des progrès. On n'atteint pas toujours la cible, mais il y a toujours des progrès. Super message de fin. Alexandre, Pierre, un énorme merci à vous pour cette conférence. Merci à vous. Merci. C'est grâce à vous si on est là.